Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 315 du lundi au vendredi dès 10h35 sur CNews et Non-Stop People. Nous décryptons pour vous l'actualité des médias et de la communication politique. Voici le sommaire. Nous sommes le lundi 11 février à la une. C'est ce que l'on appelle un symbole, la résidence secondaire de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a été dégradé avec une tentative de mise à feu. Pour l'instant, on ne sait pas qui est coupable, mais en tout cas, il est clair que l'ambiance est loin d'être sereine en France. On va en parler avec nos invités en direct, députés, gilets jaunes, spécialistes de la com, journalistes. Ils seront tous réunis ici, sans langue de bois, pour commenter ce week-end. Et justement, ce week-end, l'acteur François Berléand a créé la surprise chez nos confrères de RTL en affirmant que les gilets jaunes commençaient, je cite, à le faire chier. Comme beaucoup de monde, dit-il, mais personne n'ose le dire clairement de peur de représailles. On va écouter ses propos et les commenter. À part ça, l'acte 13 s'est déroulé ce week-end avec encore un peu moins de monde partout en France, mais surtout des incidents violents. À Paris, par exemple, un policier a été frappé devant les caméras. Un gilet jaune a perdu 4 doigts devant l'Assemblée nationale où des incidents se sont produits. Une voiture militaire a été brûlée, les vitres pare-balles devant la Tour Eiffel dégradées alors qu'elles sont toutes neuves. Bref, là encore, vous verrez les images et on va en parler. Et puis les réseaux sociaux se sont emballés ce week-end après un tag antisémite sur une boutique à Paris, un tag dans un premier temps lié aux gilets jaunes, ce qui n'est pas la réalité, mais là encore, vous verrez les images et on va commenter tout ça. Comme tous les jours, le journal des médias sera présenté par Alexandra Ross, qui m'accompagne pendant toute l'émission. Et au sommaire aujourd'hui... Tension entre Alain-Fabien Delon et Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. L'ex-footballeur Emmanuel Petit révèle ne pas avoir vu l'un de ses enfants depuis plus d'1 an. Et puis le casting presque complet de Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Et il y aura aussi les audiences, le vidéo-répondeur de Sacha Elbaz et toutes vos réactions avec le hashtag Morandini Live. Mais tout d'abord, l'image du jour, et c'est à nouveau un incendie et des images spectaculaires diffusées par les chaînes ce week-end. Ce terrible incendie qui a fait 2 morts, une mère de famille et son enfant à Lyon. Un amateur a filmé les images de l'immeuble en feu et c'était vraiment effrayant. En quelques minutes, l'immeuble de 2 étages a été entièrement ravagé par les flammes. C'est un riverain qui filme, les pompiers ne sont pas encore sur place. 20h30 hier, une violente explosion vient de retentir dans la boulangerie située au rez-de-chaussée. Un incendie démarre. Au 2e étage, une famille se retrouve prise au piège. Les voisins aperçoivent un homme à la fenêtre. Pendant peut-être 1 minute, il tergiversait à savoir s'il devait sauter ou pas. Du coup, on l'a un peu poussé à sauter. Donc il a sauté, on a pu l'intercepter correctement. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour sa femme et sa petite. 2 corps que les pompiers ont... Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces images qui ont marqué forcément ce week-end. Dans un instant, notre dossier sur les Gilets jaunes. Mais auparavant, bien évidemment, avec vous, Alexandra, on jette un coup d'œil du côté des audiences du week-end et on commence avec vendredi. Et il y avait de la magie vendredi soir à la télévision. Diversion sur TF1 présentée par Arthur. Vous étiez 3 029 000 téléspectateurs. Sur France 3, vous aviez rendez-vous avec Commissaire Magellan, 2 815 000. NCIS Enquête spéciale sur M6, 2 784 000. Et puis les victoires de la musique sur France 2, 2 33 000. Et puis du côté de samedi, c'était le retour de The Voice. Alors je prends ma plus belle voix pour vous donner ce chiffre. 5 598 000 téléspectateurs donc pour le lancement de la saison 8. Démarrage le plus bas pour le télécrochet depuis l'histoire quand ça a commencé sur TF1. Donc retenez bien ce chiffre. Et puis juste un petit mot parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il y a eu un tweet de la DIRCOM de TF1 ce week-end pour essayer de montrer que c'était bien malgré tout, malgré ce mauvais chiffre. Elle a dit c'est la plus forte audience pour un divertissement depuis la rentrée. Le seul problème c'est que janvier, on est en février, quoi. Ça fait juste un mois. Donc ça fait juste, voilà, plus fort chiffre de l'année. C'était un peu court quand même, 1 mois et demi. On va attendre un peu avant de juger. Pour être positif. Sur France 3, il y avait Cassandre. Vous étiez 3 850 000 fidèles. Patrick Sébastien. Sur France 2, vous proposez l'un de ses derniers plus grands cabarets. Vous étiez 2 388 000 à le suivre. Enfin, en bas du tableau, M6, NCIS Los Angeles, 1 904 000. Et hier soir, du côté de TF1, il y avait du babysitting. Oh que oui. Vous étiez 4 669 000 devant votre écran. France 2 est 2e avec le film d'action américain en rediffusion Night and Day, 3 780 000. France 3 suit avec des rediffusions de la série britannique Inspecteur Barnaby, 3 500 000 fidèles. Et puis M6 est au pied du podium avec un nouveau numéro de son magazine Zone Interdite. C'était sur les Français partis vivre sur une île paradisiaque. C'est ce que j'ai regardé. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, je lui donne pas 2 jours. Ah bah non. Impossible. Non. Coupé du monde et Téléphone, tout. Non. impossible pour vous. Voilà. Donc en attendant, je vous donne le score 2 425
135 000 curieux. Merci beaucoup. Tout de suite, on va passer aux vidéos répondeurs. Tous les jours, vous le savez, on va dans la rue, on vous demande ce que vous pensez d'un sujet de communication politique ou d'actualité. Cette fois, on vous a demandé si vous avez le sentiment que les violences servent les gilets jaunes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Gabriel Attal, secrétaire d'État ce week-end, qui a affirmé que sans les violences, on parlerait moins des gilets jaunes dans les médias. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces violences servent les gilets jaunes pour faire leur promo et pour faire parler d'eux dans les médias? C'est Sacha Elbaz et Marie Blanchard qui sont allés vous demander ça. Le vidéo répondeur, il y a le son, mais aussi l'image. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour monsieur. Ce week-end, le secrétaire d'État Gabriel Attal a affirmé que les violences servaient aux gilets jaunes, servaient pour faire parler d'eux dans les médias. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, puisque pour moi les gilets jaunes aujourd'hui ont avancé, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc il est temps quelque part de mettre fin à tout ça. On voit maintenant qu'il y a deux groupes. Donc il y a des gens qui veulent continuer à protester, quel que soit l'avis pour ou contre, je comprends cette démarche-là. Après il y a aussi ces casseurs, je pense que c'est vraiment deux groupes qui coexistent. Pensez-vous qu'on parlerait autant des gilets jaunes chaque week-end s'il n'y avait pas ces violences-là? Bien sûr que non. L'un nourrit l'autre. Qu'il est temps de quelque part d'arrêter cette démarche de coexistence, même si elle n'est pas voulue quelque part, mais qui nourrit une crise qui n'a pas de finalité quelque part. On parle d'eux et du coup je pense que c'est l'occasion de se retrouver en bons copains. Le fait d'être violent, de casser des vitrines, de s'attaquer à des commerces, de frapper des policiers, eh bien c'est pas une manière d'exister dans les médias et d'apparaître le soir dans les JT des chaînes historiques. Ah si, complètement, c'est juste pour exister, c'est la seule façon d'exister d'ailleurs, à mon avis. Moi je pense qu'on peut très bien discuter de problèmes de sérieux sans forcément pouvoir prôner la violence. Je pense que c'est pas le bon message. Vous pensez que même sans violence, eh bien tous les JT en parleraient, toutes les chaînes info Non, parce que c'est vrai que... il y a une évolution. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que ça fait parler, parce que les médias souvent en tout cas c'est ma perception des choses, font toujours plus qu'il n'en faudrait. Donc effectivement, oui, ça fait parler, ça interpelle, etc. Mais c'est pas le bon message. La problématique, c'est que jusqu'à maintenant, je pense, les gens n'étaient pas... l'État et les gens en général n'étaient pas conscients du problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la prise de conscience est là. Donc que la violence ait eu lieu au départ et ait permis de se rendre conscience de ça, très bien. Mais quand ça perdure sur la durée, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc ils ont servi. Ok, maintenant on a entendu les gens et on a entendu le message. De là à continuer à casser et là c'est juste pour se faire plaisir quoi. Enfin, en tout cas ceux qui cassent sont là pour se faire plaisir quoi. Allez, on va en parler avec nos invités autour de la table. Jean-Claude Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gilet jaune, à côté de vous, Charlotte Huzin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, experte en communication, manager au cabinet Tilder. À ma gauche, Catherine Hausson, bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche du Nord, et Pierre Dumazeau, bonjour. Journaliste et directeur de la lettre de l'Expansion. Jean-Claude Régnier, d'abord, je voudrais votre première réaction par rapport aux propos de Gabriel Attal, justement, secrétaire d'État, qui disait finalement, cette violence, au fond, ça sert les gilets jaunes parce qu'on parlerait moins des manifs s'il n'y avait pas autant de violence. Non, je ne pense pas qu'elle sert les Gilets jaunes, justement. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est apolitique, qui est totalement asyndical et qui est dans le pacifisme. D'accord, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie. Maintenant, parlons des faits. On ne fait pas de langue de bois, vous le savez ici. Donc, ça pète tous les week-ends quasiment. Ça pète exactement. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que si ça pétait pas, on parlerait moins de vous? Parce qu'on peut se dire qu'au fond, 100 000, 200 000, 300 000 personnes dans la rue, voilà, on n'en parlerait pas s'il ne se passait rien, non? Je pense pas. Je pense qu'on en parlerait, peut-être moins. C'est vrai qu'on en parlerait peut-être moins. Maintenant, c'est vrai que la casse qui est faite chaque semaine est quand même relativement lourde. Maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'on parlerait aussi du nombre de blessés qu'il y a eu concernant les Gilets jaunes, puisque les tirs de LBD 40. Ils visent non plus le bas du corps, mais le haut du corps. Et chaque semaine, on a des blessés relativement graves. Il y en a eu encore un ce week-end qui a eu une main arrachée alors qu'il n'a pas du tout... Ça, c'est pas un tir de LBD, a priori. Non, c'est une grenade de désencerclement. Et on ne sait pas dans quelles circonstances. Il y a 25 grammes de TNT. Et d'après donc, son père et les gens qui étaient autour, en fait, c'est quand la grenade a été lancée que lui, c'était un photographe. En fait, la grenade a explosé à hauteur de sa main, alors que lui, il n'a rien fait. On va laisser faire l'enquête là-dessus pour savoir exactement, parce qu'il y a deux versions. Il y a aussi la version selon laquelle il est allé la ramasser, et elle a explosé quand il l'a ramassée. Mais voilà, attendons l'enquête. Je pense que c'est plus prudent. Charlotte Huzin, puisque vous êtes spécialiste en communication, est-ce que ça sert, en termes de communication, on ne parle pas de politique, est-ce qu'en termes de communication, la violence sert les Gilets jaunes
à continuer à faire parler d'eux? Non, la violence, évidemment, elle est vraiment contre-productive et elle dessert le mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu une forme de scission. On a une partie des Gilets jaunes qui sont les Gilets jaunes modérés, qui sont plutôt partie prenante du grand débat. Et puis là, une vague de casseurs, d'ultras, qui ont toute leur place et qui prennent toute leur place dans les manifestations de ces derniers samedis. Catherine Hausson, vous êtes députée de La République En Marche. On va regarder les images de ce week-end, en particulier ce qui s'est passé devant chez vous, j'ai envie de dire, c'est-à-dire devant l'Assemblée nationale. Et puis on va commenter ça après, regardez. Mais quelques centaines de mètres plus bas, la tension monte. D'abord ce coup de pied dans le visage d'un CRS. Il poursuit alors son agresseur. Rapidement, il se retrouve encerclé. Ses collègues interviennent immédiatement à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Puis les Gilets jaunes arrivent à l'Assemblée nationale. Le gros du cortège passe devant dans le calme, quand un petit groupe s'en prend alors aux palissades qui entourent ce symbole de la démocratie. C'est dans ce contexte que les CRS tirent des grenades de désencerclement. Un homme est alors grièvement blessé. L'homme que l'on voit la main droite bandée à plusieurs doigts arrachés. Vous êtes malade ou quoi? Il n'y a que la victime qui rentre et un médic qui reste dehors. Il est évacué dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Là encore, des dégâts matériels. Une voiture appartenant aux militaires de la mission Vigipirate est incendiée et les murs censés protéger la tour Eiffel d'attaques terroristes sont en partie brisés. Dans la capitale, quelques dizaines de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. À Lyon, où des milliers de manifestants ont défilé, une scène d'une rare violence s'est déroulée dans le centre-ville. Sur cette vidéo amateur, une bagarre géante. D'un côté, des militants d'extrême droite, de l'autre, des antifascistes. Un gilet jaune retranché dans un commerce filme durant plusieurs minutes, consterné. Franchement, j'en tremble. Je suis tellement choqué, j'en tremble. C'est grave, c'est d'une tristesse. À Toulouse, l'une des villes symboliques des Gilets jaunes, ils étaient entre 5000 et 7000 manifestants. D'abord réunis dans le calme, la situation s'est tendue en fin d'après-midi comme souvent, sur la place du Capitole, entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Alors, Madame la députée de La République En Marche, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous dites? D'abord très dur, très difficile. Je pense que l'image du policier agressé, l'image de l'Assemblée nationale attaquée sont des images toujours très, très difficiles pour la députée que je suis et je pense pour tous les citoyens qui sont amoureux de notre République. Il y a des gilets jaunes blessés, non? C'est pas difficile? Le gilet jaune du blessé, si, c'est difficile aussi. Vous ne l'avez pas cité, c'est pour ça que je le précise. Si, c'est difficile. De toute façon, toutes les violences, quelles qu'elles soient, contre qui que ce soit, sont compliquées. Vous savez, moi, je suis une grande militante. J'ai milité pendant très longtemps quand j'étais étudiante. J'ai fait des manifestations. J'ai connu aussi ces manifestations qui étaient, parasitées par des gens qui n'avaient rien à voir avec la cause défendue. Là, il faut que ça cesse. Il faut absolument. Oui, mais que enfin, ça on dit ça tous les lundis matins. Tous les lundis matins, on est là, on est autour de cette table, c'est pas vous, c'est des gens différents à chaque fois, et à chaque fois, tout le monde dit « faut que ça cesse », et le samedi suivant, ça recommence. Donc, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Cela dit, il y a eu des manifestations, il y a des manifestations pour le climat, il y a eu des manifestations des foulards rouges qui se sont bien passées, donc c'est possible de manifester. Donc c'est la faute aux Gilets jaunes? C'est pas la faute aux Gilets jaunes, je ne pense pas. Mais le fait d'être un mouvement qui n'a pas su s'entourer par choix, parce que vous vouliez être libre, parce que vous vouliez ne pas avoir d'étiquette politique ou être récupéré, je pense qu'à un moment, le monde syndical aurait pu vous accompagner dans les organisations. Alors je comprends votre position de rester neutre, d'être apolitique, mais juste, on ne va pas refaire l'histoire, de toute façon. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Comment on en sort? Alors, moi, j'ai voté la loi anti-casseurs. Ouais. Je me prends quelques messages bien sympathiques, mais alors je l'assume complètement. D'abord parce que j'ai beaucoup concerté les élus locaux chez moi aussi avant de prendre cette décision, parce que j'avoue aussi à un moment avoir eu un doute sur le fait que ça ne soit plus un juge, que ça soit un préfet. Cela dit, c'est un préfet, c'est un représentant de l'État, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On peut nous reprocher ce qu'on veut. Sur la loi liberticide, on va être clair, le jour, et j'espère que ça n'arrivera jamais, le jour où d'autres extrêmes arriveront au pouvoir, que la loi soit liberticide ou pas, ils feront... C'est liberticide, Jean-Claude Régnier, comme loi, ou pas, la loi anti-casseurs? Ouais, c'est quand même un peu liberticide, parce que quand on voit actuellement comment la justice est déjà faite, on se pose quand même quelques doutes, puisqu'on a plus une justice à charge qu'impartiale. Et c'est vrai que la loi anti-casseurs nous fait penser qu'on va plus sur une
allez, je ne vais pas dire une dictature, mais bon, sur une répression... Je pense qu'on est un peu loin de la dictature. Non, mais sur une répression beaucoup plus dure. Juste Pierre Dumazeau, votre regard politique, vous êtes directeur de la lettre de l'expansion. Comment on sort de cette histoire? Est-ce qu'on est condamné tous les lundis à venir ici, à dire ah bah oui, mais il y a eu des violences ce week-end, ah bah oui, mais c'est pas bien, ah bah oui, on condamne et on recommence derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de solution politique à ça? Des solutions politiques, il y a eu des débuts de réponse. Il y a eu cette loi anti-casseurs, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un début de réponse factuelle. Après, c'est vrai que interrogation sur Christophe Castaner, sur Laurent Nunez. Ça veut dire quoi? Soyez clair, ça veut dire quoi, interrogation? Mais non, mais ça veut dire, est-ce que cette qu'ils sont à la hauteur? Ça veut dire, est-ce que cette loi anti-casseurs sera à la hauteur pour stopper toutes les violences? Est-ce que cette loi, elle va être rapidement mise en place? Est-ce qu'elle va être retoquée par le Sénat? Enfin, il y a 1000 questions. Et une loi, on sait que une fois que la loi a fait cette navette, la législative, Sénat, il faut le décret d'application. Enfin, ça ne va pas se faire demain matin. C'est ça le problème. Mais est-ce que la solution politique, c'est la solution répressive? Parce que là, aujourd'hui, quand je vous dis quelle solution politique, vous me dites qu'il y a la loi anti-casseurs. Oui, mais vous soulevez une vraie question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie solution politique, une seule, pour sortir de ça? C'est la question que je vous pose. J'aimerais bien voir la réponse. Je ne l'ai pas. La preuve, personne ne l'a. Et donc, c'est très compliqué, surtout à quelques mois d'élection. Voilà, il y a ça aussi. Catherine Hausson, députée La République En Marche, est-ce que les Gilets jaunes commencent à vous faire chier? Ça fait pas partie de mon vocabulaire. C'est celui de François Berléand. On l'écoute, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est ce qu'il a dit, ce week-end. On l'écoute et on en parle après. La revendication qu'il peut y avoir là actuellement, des gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. On s'écoute plus, on n'est plus dans le... Vous vous rendez compte que Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros. C'est pas rien, 10 milliards d'euros. On a une dette publique absolument abyssale, et on a 10 milliards d'euros, et c'est pas assez. Après on dit, mais oui, mais on est assis, ça. On fait des états généraux en France, c'est la première fois que ça arrive depuis 1789, où on donne la parole à tout le monde, et ceux qui veulent pas, bah non, mais c'est parce que ça n'a pas marché. Bah, attendons que ça, au moins, attendons le... Mais vous vous rendez compte que vous êtes l'une des rares personnalités à oser tenir ce genre de discours à un micro, face à une caméra? Parce que on voit qu'il y a 90% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, et puis 2 semaines après, il n'y en a plus que 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Jean-Claude Régnier, vous le faites chier? Moi, on est dans un pays démocratique, donc bon, il a le droit d'avoir ses opinions. Maintenant, si on prend la totalité de ses propos, c'était dû par rapport à un rond-point bien particulier. Oui, mais c'est globalement, en fait. Il dit qu'aujourd'hui, personne n'ose le dire. Personne n'ose dire que les Gilets jaunes commencent à en avoir marre. Je vais revenir sur des propos plus grand public. Tout le monde commence à en avoir marre. Personne n'ose le dire parce qu'on se dit on va se prendre les Gilets jaunes dans la tête, etc. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a une partie de la population que vous commencez à ennuyer? Tout à fait. Tout à fait, on en est... Et vous vous en fichez? On s'en fiche pas, mais bon, tant que le chef de l'État ne répondra pas non plus... Oui, mais on ne sait plus à quoi, en fait. Objectivement, on ne sait plus à quoi. Répondre à quoi? C'est vrai que simplement, si déjà il disait, oui, on va étudier à mettre en place un référendum... il dit, on fait le grand débat, on verra à la fin. Enfin bon, quand on entend par derrière, oui, mais de toute façon, quel que soit le grand débat, on ne touchera pas à notre politique. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites... Il y a 2 poids 2 mesures. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, je voudrais que Emmanuel Macron réponde. Mais réponde à quoi? À quoi? Là, vous aimeriez qu'il réponde à quoi? Qui nous disent que... On ne sait même plus. Non, mais qui nous disent, suivant ce qui sort du grand débat... Ouais. Je prendrai des décisions, c'est ce qu'il a dit. Je prendrai des décisions, ça, il a dit. Quitte à revenir sur la politique que j'ai eue depuis 18 mois. Catherine Hausson, est-ce que c'est pas ce que dit Emmanuel Macron au fond? Est-ce qu'il dit pas, selon ce qui sort du grand débat, je prendrai des décisions? Oui, c'est ce qu'il dit, et le Parlement aussi prendra ses décisions. Je pense qu'on est quand même dans un phénomène où, d'abord, c'est vrai que les gens sont fatigués. Moi, mes concitoyens qui franchissent la porte de ma permanence ou que je croise chez moi me disent... Bon, on comprend, hein, mais sincèrement, c'est compliqué. C'est fatigant. Alors, chez moi, il y a un rond-point qui ne pose pas de problème, qui pose maintenant problème parce qu'ils ont décidé d'héberger un SDF. Si le projet de vie, c'est de faire vivre dans une cabane sous la neige un pauvre monsieur et qu'on lui force à refuser toutes les solutions de relogement, là, ça me pose problème. Oui, là ça me casse les pieds parce qu'il y a un problème quand même humain derrière et le message... Mais même vous, aujourd'hui, je sens que finalement, vous ne savez pas quoi faire. J'ai le sentiment... Non, mais quand je vous entends aussi, c'est-à-dire que d'un côté, on a des gilets jaunes, on ne sait plus trop ce qu'ils attendent, et de l'autre, il y a vous, on ne sait plus trop ce que vous allez faire. Aujourd'hui, vous êtes un peu désarmé quand même face à tout ça. Forcément, on est un peu désarmé parce qu'on
a l'impression qu'on est arrivé dans une course à l'échalote, comme Berléand l'a dit, 10 milliards sur la table. Enfin, moi, je suis à la commission des finances, je sais ce que ça coûte, je sais les efforts qui sont faits. Un budget, c'est pas le tonneau des Danaïdes, il faut bien être conscient que faire la politique, c'est faire des choix et que les 10 milliards, on a bien été les chercher quelque part. Alors, oui, il y a le débat sur le choix qu'on veut faire. Là où je voudrais revenir, c'est quand vous dites il ne va pas changer sa politique. Nous, on est partis à la bataille des présidentielles et des législatives sur un projet. On a promis aux Français de changer ce pays. Et la crise des Gilets jaunes, elle montre bien qu'elle ne date pas il y a 20 mois. Ça fait 40 ans. On sent bien que ça fait 40 ans, qu'on reproduit des choses, on ne mesure pas l'impact, on ne mesure pas l'évaluation. Je vais être très provocante. On met parfois un pognon de dingue dans des systèmes qui ne fonctionnent pas et personne ne se pose la question de savoir si c'est efficace, s'il ne faut pas changer. Mais pourquoi les députés ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce que les députés n'ont pas posé cette question? Puisqu'on a un Parlement qui est totalement renouvelé. On a une Assemblée nationale qui est nouvelle avec des gens qui, jusque-là, n'étaient soit pas en politique, soit députés. Pourquoi c'est pas vous qui avez posé ces questions? Mais on a déjà démarré. Il y a des grandes lois. Non, mais du fait qu'on met de l'argent dans des choses qui servent à rien, par exemple. Ah ben, on se réapproprie. Nous avons. Mais il a fallu 1 an et demi, quoi. Ah non, l'année dernière, nous avions déjà fait. La Commission des finances, nous avions fait le printemps d'évaluation des politiques publiques. On sent qu'on dérange un petit peu les hauts fonctionnaires. On se réapproprie notre rôle de parlementaire parce que nous représentons nos concitoyens pour lesquels nous ont élus. L'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose qu'on se réapproprie, qui a été très peu médiatisé l'année dernière. Et d'ailleurs, je vous invite à vous intéresser au travail qui va être fait par la Commission des finances et par l'ensemble des députés, où voilà, on se pose crédit par crédit, où chaque parlementaire est invité à interroger le ministère. Vous êtes d'accord là-dessus? Là, je suis entièrement d'accord, oui, parce que quand on regarde les finances publiques, c'est vrai que je trouve inadmissible qu'on prenne, même si c'est peut-être pas grand-chose. Allons-y, prenons un exemple. Un exemple, c'est un préfet. Un préfet, actuellement, je crois qu'il y en a encore à peu près 70 qui sont hors cadre, qui nous coûtent quand même entre 6 et 12 000 euros net mensuels, qui sont chez eux. Hors cadre, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mission. Ils n'ont aucune mission. Mais ils ont un salaire à vie, jusqu'à leur mort. C'est comme les ambassadeurs. Ça, c'est inadmissible. Quand on voit que certains hauts fonctionnaires, ils sont fonctionnaires avant tout, touchent plus de 200 000 euros net annuels, c'est quand même inadmissible. Ils sont là pour servir l'État et ils gagnent plus que des ministres ou le président de la République. On voit bien en même temps là que les revendications, elles partent dans tous les sens. Mais non, c'est en fait, si on prend à la base, dépenser de l'argent pour le bien-être des citoyens, c'est une chose, mais il faut savoir où le récupérer. Et le récupérer, faut pas rattaquer, quitte à tout changer, quand vous construisez une maison, vous l'attaquez pas par la toiture. Charlotte Hezin, experte en communication, il y a un élément assez nouveau finalement chez les Gilets jaunes aussi, c'est la volonté de faire de la politique, c'est la volonté de créer des listes aux Européennes. On est à 4 listes, là je crois ce matin, de Gilets jaunes. Est-ce que c'est une sortie pour les Gilets jaunes ou est-ce qu'au contraire c'est une façon de se disperser encore plus ? Ce qui est sûr, c'est que ça va dans le sens d'une démocratie toujours plus directe. On sent que les Gilets jaunes ont envie de se réapproprier le pouvoir, en tout cas de pouvoir avoir un accès direct aux décisions. Et là aussi, on passe un peu d'une démocratie d'autorisation à une démocratie d'exécution, prendre pleinement sa place dans le débat public et prendre ses responsabilités. Est-ce que cette liste aux européennes va fonctionner, va être la plus pertinente? C'est une liste, pas certain, c'est une liste. Néanmoins, en tout cas, on est vraiment dans cette démarche de se réapproprier pleinement les outils de la politique. Et ça, c'est important et c'est une vraie singularité de ce mouvement. Pierre Dumazeau, ces listes, est-ce que finalement, c'est pas un piège pour les Gilets jaunes? Ça va être compliqué parce que déjà, vous le rappeliez, il y a une multiplication des listes de Gilets jaunes. Et puis, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Un piège, je ne pense pas. En tout cas, ça montre qu'il y a une volonté de se réapproprier la parole politique. Et puis, quand même, les mentalités commencent à changer, à évoluer, même de la part du nouveau personnel politique. Depuis quelques semaines, on entend, tiens, le non-cumul des mandats, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Tiens, les grandes régions faites par François Hollande, qui sont très grandes et sont des entités administratives qui correspondent à rien, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, on va peut-être revenir là-dessus. Donc les mentalités quand même commencent à changer et le fait de se réapproprier le débat public et politique, alors effectivement il y a beaucoup de listes, si on parle très concrètement, ça va être compliqué, une liste aux européennes c'est plus de 50 personnes, il faut les trouver, mais en tout cas ça montre cette volonté de réappropriation complète du débat. Jean-Claude Régnier, on voit que les choses sont en train d'avancer. Au final, les choses sont en train d'avancer, donc c'est plutôt pas mal. Et ce serait peut-être bien d'arrêter de manifester le samedi et de casser. Alors, de casser, oui, ce serait d'ailleurs très bien. Maintenant, de manifester,
Alors, mon sentiment en plus, on voit des personnel- chiffres qui descendent de samedi en samedi. Oui, Enfin, ça ne vous sert pas, quoi. Ça, c'est les chiffres de M. Castaner, parce que quand vous reprenez les chiffres des syndicats de police, c'est quand même largement plus élevé. Oui, les chiffres des Gilets jaunes, c'est 100 000, quoi. Enfin, voilà, ça a mis Un sur peu la plus, France. 110 000, le chiffre de Souquet. De je crois. Vigie Ouais. Vigipolice bon. Non, pas du Vigipolice, du chiffre jaune, ce qu'on appelle le chiffre jaune, vous savez, ce compte Facebook qui recense oui, tout à ville fait. par ville. D'accord. Mais 120 000, quoi, voilà, bon. 120 000. Maintenant, bon, je pense que si on arrête complètement de manifester, ça fait 40 ans qu'on n'a plus confiance dans les politiques, donc je pense qu'ils diront l'affaire est close, donc... c'est fini. C'est fini. On passe à autre chose. Et après, bon, c'est vrai que de remettre la machine en marche, ça risque de reprendre du temps, donc... Catherine Ozon, députée En Marche, comment on fait pour recréer le lien entre les Gilets jaunes et les politiques? Ils n'ont plus confiance en vous, ils vous le disent? Bon, alors d'abord, on a une première réponse qui est apportée puisque c'est le grand débat, où j'invite tout le monde à participer au grand débat qu'il se trouve chez eux. Mais est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance? C'est ça, en fait, toute la question, elle est là, parce que, visiblement, ce grand débat, les Gilets jaunes vous disent, mais on n'a pas confiance au grand débat, il n'en sortira rien. Comment leur dire de vous faire confiance? D'abord, il faut aller au bout de ce processus de débat et puis voir après ce qui va être abouti. Et puis après, chaque citoyen, gilet jaune ou non, vous êtes, vous savez, à l'Assemblée, tout est filmé. Tout est public, nos comptes rendus, nos commissions, l'hémicycle. Moi, j'invite aussi les concitoyens à reprendre aussi leur rôle. Moi, je suis élue locale, conseil municipal, il n'y a jamais personne dans le public pour venir voir ce qui se passe. Et après, on vient me dire, il y a des travaux au coin de ma rue, je n'étais pas au courant. Il faut aussi que les citoyens se réapproprient les outils qui existent déjà. Ils font un référendum? Un référendum sur quoi? C'est la question que j'allais vous poser, c'était la deuxième. Quelle question on va poser aux Français? Bon, on sait tous très bien que c'est très... Alors, il y a deux questions sur le référendum. Est-ce qu'il faut d'abord le faire le jour des élections européennes, oui ou non? Sachant que les élections européennes sont très compliquées. Mais c'est bien révélateur que, vous savez... Sur l'ISF, par exemple, il faut un référendum? Je ne pense pas qu'il faut un référendum. En tout cas, il faut un débat. Ça, c'est clair que un débat, j'ai déjà quelques collègues... Une fois qu'on a débattu une fois qu'on a débattu, mais après, c'est la démocratie participative. Vous savez, on est un peu déçus, nous, que le gouvernement n'ait pas mis en valeur. Les députés En Marche ont des défauts, mais aussi ont des qualités. Moi, j'ai une collègue, par exemple, qui a fait 18 ateliers citoyens depuis son élection. Ce qui est quand même un outil formidable, où c'est ouvert, elle en fait la publicité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre, où tout le monde est invité. Donc vous me dites l'ISF, non, pas de référendum. Le RIC, on demande aux gens s'ils veulent? Ou pas? Non, enfin, le RIC... Bon, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'on fait dans le référendum? Comment allez-vous? C'est parce que ces propositions-là, elles viennent d'en haut. Moi, je pense que, comme monsieur, les choses doivent revenir d'en bas. Les ateliers citoyens... Ça vient d'en bas, ça. L'ISF, ça vient d'en bas. Le RIC, ça vient d'en bas. Oui, mais la question, qui va la poser? Pierre Dumazeau là-dessus. Vous pensez qu'il faut un référendum pour sortir de la crise? C'est compliqué. Déjà, il y a la question du timing. Est-ce qu'on le fait en même temps que les élections européennes, où on sait qu'il y a quand même un taux d'abstention qui est énorme chaque année? Est-ce qu'on le fait après? Est-ce qu'on le fait avant? Et puis, quelle question? Là, ça a l'air d'être assez quand même compliqué. On pose quoi comme question? Est-ce que c'est un référendum pour ou contre le RIC? Est-ce que il faut supprimer la moitié du Parlement? Est-ce que c'est un référendum sur la question de sécurité? Tout ça est quand même, pour l'instant, très flou. Donc on est dans le flou le plus total, finalement. Et vous aimez bien Emmanuel Macron qui va comme ça dans les villes et qui est confronté à la population, qui est confronté à des jeunes, qui est confronté à des maires? Disons qu'il fait son rôle de chef de l'État. Ça c'est nouveau quand même. Enfin, son rôle de chef de l'État, on n'a pas il a montré qu'il est pas très proche du peuple. On n'a pas beaucoup vu ça avant quand même. De la part d'autres présidents aller se confronter comme ça à la population, c'est nouveau. C'est peut-être aussi ce que les Français veulent, c'est gouverner autrement, gouverner plus justement, gouverner plus Charlotte en transparence. Ça marche ça? Vous avez le sentiment qu'en termes de communication, ça marche, le chef de l'État comme ça, dans ces grandes salles? Ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État, puis chacun des ministres, ont tous essayé de s'approprier, de prendre toute leur place dans ce grand débat, d'animer localement, pas seulement à Paris, pas seulement dans les grandes villes, des réunions publiques, chacun avec un dispatchage des sujets assez intéressants, chacun s'appropriant la jeunesse, la question de l'outre-mer, la question des agriculteurs. Et oui, ça, je pense que ça parle au public et ça parle vraiment... Et c'est pour ça qu'il remonte dans les sondages, Emmanuel Macron? En tout cas, oui, je pense que pour le coup, il a joué une carte intéressante en montrant qu'il pouvait être plus proche de ses concitoyens. Plus proche et plus malin, finalement. Ouais. Pierre Dumazeau, vous êtes d'accord? C'était malin ce qu'il a fait? En tout cas, il fait le job et il le fait bien. Et beaucoup de ministres sont aujourd'hui en train de, comme vous le disiez, participent vraiment au débat. Il y a eu Jean-Michel Blanquer, il y a eu Gabriel Attal, Emmanuel Macron encore aujourd'hui dans l'Indre. Donc on a le sentiment qu'il s'est fait déborder au début, finalement, par ce mouvement des Gilets jaunes, qu'il a rattrapé et qu'il est peut-être en train de retourner la situation. Oui, mais il n'avait pas d'autre choix.
que d'aller au contact, entre guillemets. Là, il n'avait plus d'options. Politiquement, il était coincé. Donc, cet exercice, il devait le faire. Il a de la chance parce que c'est là où il excelle. C'est un Emmanuel Macron quasiment en campagne qu'on voit, parce qu'il sait faire, et il aime en plus. Et il est bon. Il aime ça. On va regarder une des images du week-end également, c'est la résidence secondaire de Richard Ferrand qui a été incendiée. En tout cas, il y a eu un début d'incendie. Je vous propose de regarder quelques images et on en parle après. On va voir si c'est un lien ou pas avec les Gilets jaunes et si ça fait aussi peut-être partie un peu de toute cette violence en ce moment qui est en France, en particulier le week-end. Regardez. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Régnier? Rien ne légitime la violence. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et vous êtes solidaire avec Richard Ferrand? Même si je ne partage pas ses idées, oui, je suis totalement solidaire. On ne doit pas s'en prendre non plus à son intégrité physique ou à ses biens. Mais est-ce que ça fait partie du climat, justement, qui a été amené par les Gilets jaunes? Même si on ne sait pas, encore une fois, et je le redis, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a une enquête en cours. Mais il y a un climat, quoi, voilà. Il y a un climat. Bon, maintenant, rien n'excuse les faits s'il s'est avéré que ce sont des Gilets jaunes. Même si ça ne l'est pas, de toute façon, rien n'excuse les faits. Oui. Catherine Hausson, il y a cette ambiance quand même un peu difficile en ce moment. Oui, difficile. Moi, forcément, j'ai la proximité de mes collègues qui ont vécu quand même des choses très dures. Je pense à Mireille qui a eu l'invasion en pleine nuit de 40 personnes cagoulées chez elle. Moi, j'ai eu aussi quelques petits incidents. À titre personnel, c'est toujours compliqué quand ça nous touche. Et en plus, quand ça nous touche, quand ça touche nos proches... Comment vous réagissez-vous à titre personnel? Par exemple, vous dites j'ai eu quelques petits incidents. Ça vous dit quoi, vous? Vous dites quoi? C'est injuste? Vous vous dites c'est la preuve de la colère? Comment, personnellement, vous réagissez, vous? Alors, d'abord, moi, je pense que les incidents graves comme ça ne sont pas le fait de Gilets jaunes directement. Je ne pense pas que ça soit... On sent bien qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a quand même des courants obscurs, un peu compliqués, très extrêmes, qui essayent de récupérer cette situation. J'aurais plutôt tendance à mettre ça sur ces faits, sur ces gens-là qui veulent absolument le chaos dans ce pays et qui veulent que les choses ne changent absolument pas. Mais... Il y a une forme d'injustice, vous trouvez, par rapport au travail que vous faites? Oui, complètement. Et puis, mais en fait, ça détermine plus qu'autre chose. La réaction de mes collègues, c'est peut-être plutôt de dire raison de plus, là où nous on doit faire attention, c'est que ça ne parte pas dans l'escalade. Cela dit, moi je suis très inquiète, j'ai très peur. J'ai très peur que ça dégénère vraiment. Les incendies, les dégradations. Voyez bien, on a eu un incident dramatique à Paris la semaine dernière. Dans un contexte particulier qui n'a rien à voir avec le débat des Gilets jaunes, mais ça a créé des morts, quoi. Ça n'a rien à voir, ça. Vous parlez de l'incendie de l'immeuble à Paris? Oui, ça n'a rien à voir, mais quand on déclenche un incendie, on voit bien qu'au bout du bout, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner pour tout le monde. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve avec un parlementaire qui est mort, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi, j'ai pas de tabou sur ce sujet-là, et entre collègues, on se pose la question. Toutes les semaines, vous en parlez entre vous? On en parle beaucoup. On en parle beaucoup, d'abord parce qu'on prend des nouvelles des uns des autres, parce que la plupart du temps, le week-end, nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes dans nos circonscriptions, et puis on communique ensemble. Là, ce matin, j'ai encore un message d'une collègue qui s'est fait saccager sa permanence. On est aussi inquiet pour nos collaborateurs. Quand les permanences sont saccagées et qu'on est à Paris, notre premier réflexe, c'est nos équipes qui vivent ça, qui eux, n'ont rien demandé parce qu'ils sont nos salariés et travaillent pour nous. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est rare d'entendre un parlementaire comme vous dire ça, en fait, d'avoir cette peur, justement, qu'à un moment donné, ça tourne mal et qu'un député, un sénateur... Vous savez, moi, je suis sous protection de la police depuis le 17 novembre. Certes légère, mais sous protection de la police. C'est quelque chose qui, à titre personnel, je ne le vis pas bien parce que je ne suis pas forcément libre de mes mouvements. Quand mon logement personnel est sous surveillance, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe dans ma vie privée, bon, même si j'ai absolument rien à me reprocher, mais au titre des libertés individuelles, c'est pas toujours facile à vivre. Et c'est pas facile à vivre aussi pour nos proches. Moi, j'ai des parents, une famille qui ne fait pas forcément de la politique, qui sont très inquiets pour moi, même si je les rassure. Alors, j'ai pas peur à titre personnel, mais je suis très inquiète de ce climat, de tension, de haine, et puis c'est surtout l'anonymat des choses qui me pose problème. Autant les Gilets jaunes, vous avancez, vous n'êtes pas démasqués, autant il y a des gens dans ce pays qui avancent masqués, et qui se cachent, et qui sont très violents, et ça c'est inquiétant. Mais Pierre Dumazeau, c'est intéressant quand même, ce témoignage de Catherine Hausson, c'est de dire, on est en 2019, on est en France, et on a à cette table une députée qui nous dit, oui, effectivement, je suis sous protection policière, oui,
je suis inquiète de ce qui pourrait arriver par un dérapage. Oui, peut-être qu'on arrivera, hélas, à un drame avec un député. Voilà, on est en 2019, on est en France et on est en train de se dire les choses peuvent mal tourner à ce point-là. C'est intéressant et c'est rare parce que c'est un témoignage qui, en général, se fait plutôt en off à l'Assemblée que sur un plateau de télévision en direct. Donc, enfin, c'est une des premières fois, en tout cas, où moi, je l'entends. Mais l'inquiétude, c'est vrai qu'elle est là depuis plusieurs mois parce que les permanences parlementaires qui sont saccagées, ça fait plusieurs mois que ça existe. Donc oui, c'est très troublant. C'est très troublant d'être sous protection de la police quand on est élu de la République. C'est qu'il y a un problème. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je pense que je témoigne parce que je suis fille de pupille de la Nation. Ma famille a donné beaucoup à une période de l'histoire qui était très triste. Et peut-être que c'est pour ça que ça me marque. Et c'est la jeunesse de mon combat politique. La lutte contre toutes les inégalités, la lutte contre toutes les haines et toutes les extrémistes. Je suis heureuse de vivre tous les matins dans un pays libre, avec une école gratuite, avec des soins gratuits pour nos enfants. Moi, c'est le message que je veux porter. Mais ce qui est étonnant, Madame la députée, c'est que quand vous en parlez, il n'y a pas de colère dans votre voix, il y a plutôt de la tristesse. La tristesse de se dire, on en est là aujourd'hui. Oui, parce que... C'est ce que je ressens quand vous témoignez. Oui, c'est de la tristesse parce que j'ai l'impression que l'histoire se répète. On est quand même dans un contexte d'élection européenne. Je regarde ce qui se passe en Italie, je regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est très inquiétant. On s'est battu pour en être là où on est aujourd'hui. Alors certes, la vie est difficile, certes, c'est compliqué. J'étais enseignante dans des quartiers populaires jusqu'à la veille de mon élection. Je les connais, les gens qui vivent dans des conditions compliquées pour leur famille, pour qui la recherche d'emploi, c'est compliqué, pour qui l'insécurité dans les quartiers est un vrai problème. Quand on brûle, quand on a une voiture, quand on se lève un matin pour aller chercher de l'emploi ou pour aller gagner un SMIC dans une usine et que sa voiture est brûlée, c'est un drame dans ces familles modestes. Et ce combat-là, il faut continuer à le mener. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu parasité par tout ça. Et j'aimerais être concentrée sur ce pourquoi j'ai été élue et je ne le suis plus. Un mot, Jean-Claude Régnier, quand même, face à ce témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est vrai qu'on arrive dans une situation qui est relativement grave. Ça va dans les deux sens. Maintenant, c'est vrai que je déplore toutes les violences qui sont faites envers nos élus, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, y compris la République En Marche. Maintenant, c'est vrai que si le dialogue pouvait être vraiment pris de la part de ces élus, qui reconnaissent quand même les faits, c'est oui, il y a des violences policières, oui, il y a quand même une répression qui est quand même trop lourde. Je pense que déjà, les portes s'ouvriront un peu plus. Maintenant, quand on entend un élu dire « Ah, je ne connais pas un seul policier ou gendarme qui a fait des violences policières », il suffit de voir les milliers de blessés qu'on a, et grièvement. À partir de là, si les élus étaient réellement sincères en disant « Bon, oui, il y a réellement des violences policières », je pense qu'une grosse partie des Gilets jaunes, déjà, prendront conscience que les élus, oui, il y a... Et au milieu de tout ça, attention à ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire toutes ces fausses informations qui circulent sur les uns et sur les autres. Il y en a une qui a circulé ce week-end, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est ce fameux tag antisémite sur un magasin à Paris, sur la façade d'un restaurant parisien. Certains affirmaient que c'était les Gilets jaunes qui avaient fait ce tag. Ce tag, c'était Juden, c'est-à-dire juif en allemand. Finalement, c'est pas du tout les Gilets jaunes qui ont fait ce tag, comme ça a été très bien expliqué le soir même, mais c'est vrai que pendant quelques heures sur Twitter, ça a pris de l'ampleur. Regardez. Juden. Samedi matin, les gérants de cette boutique de l'île Saint-Louis découvrent une inscription en lettres jaunes sur leur vitrine qui signifie juif en allemand. Dans le quartier, c'est l'indignation. Ce qui est effrayant, c'est que ça va dans le mouvement général de repli sur soi qu'on trouve partout en Europe. C'est-à-dire le retour des extrémismes, du racisme, du sexisme, de l'homophobie et la question antisémite. J'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, en 2019, on a encore toutes ces inscriptions et différences, soit sur quel que soit le sujet. C'est inadmissible. Dès hier, une plainte est déposée et la police se rend sur place. Selon le cofondateur de cette chaîne de restauration, le tag serait antérieur à la manifestation des Gilets jaunes. On a découvert l'inscription samedi matin vers 8h30, 9h. Je pense qu'elle a été réalisée dans la nuit ou au petit matin très tôt.
Voilà, donc a priori un tas qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, mais c'est vrai que tout ça s'est accumulé et a créé une certaine tension ce week-end sur les réseaux sociaux, c'était bien de le dire. Merci beaucoup Jean-Claude Régnier, Gilets jaunes, d'avoir été avec nous. Merci Charlotte Euzin, experte en communication au cabinet Tilder. Catherine Osson, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour votre témoignage, député La République En Marche du Nord. Pierre Dumazeau, directeur de la lettre de l'expansion, merci également d'avoir été avec nous. Le journal des médias avec vous Alexandra et on commence avec Alain Fabien Delon et son affrontement, son petit accrochage avec Laurent Ruquier, c'était samedi. Oui, il y a eu une petite tension, le jeune homme de 24 ans était invité de l'émission pour présenter son livre La race des seigneurs. Il n'a pas apprécié certaines questions de Laurent Ruquier sur des ressemblances entre l'un de ses personnages et son père. Regardez. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a du caractère. Dans l'actu média également, Emmanuel Petit, le footballeur, qui règle ses comptes avec la mère de sa fille, c'était Chardisson, ça. C'est un papa qui s'est livré à une difficile confidence. Il n'a pas vu sa fille depuis plus d'1 an, Zoé. C'était effectivement dans l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du samedi. Il venait faire la promotion de son premier roman. Il ne souhaite plus revoir la maman, Agathe de La Fontaine. Voilà qui est dit. Nouvelle personnalité pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1. Le casting se dévoile de plus en plus. Il est presque complet. Information du Parisien, Frédéric Bousquet, nageur, serait en négociation très avancée. Émeric Bonnery, animateur radio, ni Lucie ni Sanka des Kids United. C'est une jeune petite chanteuse. Ils rejoignent Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Masloum. Tournage très bientôt en Afrique du Sud. Co-présentation Laurence Boccolini, Christophe de Chevannes et diffusion cet été. L'imitatrice Sandrine Alexis a révélé son salaire à l'époque où elle travaillait pour les Guignols de Canal. Elle a travaillé pour les Guignols de Canal pendant plus de 25 ans et sur Voltage, eh bien, elle a révélé combien elle était payée à l'époque. Elle n'a pas éludé la question du chiffre. C'est un chiffre à 5 chiffres précisément, c'est logique. Ça. Vous l'avez? Oui, 28 000 €. C'est pas 28 000 € oui, pour faire les voix? Et oui, pendant 25 ans. Ah bah oui, je vais faire. Elle avait de la chance. Je vais faire imitateur, moi je crois. Vous avez une voix pas mal. Patrick Sébastien. Ça vaut 1 €, ça part. Excusez-moi. Et encore. Patrick Sébastien, bientôt juré de La France a un incroyable talent, point d'interrogation. Après l'arrêt de ses émissions sur France 2, l'animateur réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Alors il n'a jamais caché être intéressé par de la fiction, mais un nouveau rôle pourrait le tenter, celui de juré de La France a un incroyable talent. Il révèle à nos confrères de Pure Média que des discussions ont déjà eu lieu. On va le citer, ce n'est pas exclu. Ce serait intéressant, mais il faut que je tombe sur des gens qui me font confiance. Fin de citation. Merci beaucoup Alexandra. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et non-stop. Très bonne journée. Bye bye. À demain.